Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 33 de la deuxième saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Damien. Bonsoir Antoine. Et oui, ce soir, Jérôme est en congé, il est parti dans les pays de l'Est, et on a bien le plaisir d'accueillir Damien de la séance de minuit pour le remplacer. Et puis ça nous fait plaisir de te revoir Damien, parce que tu étais intervenu déjà à plusieurs reprises sur cette chaîne en 2022, et ça a toujours été un vrai bonheur de te recevoir. Bah écoute, c'est toujours un plaisir en tout cas de venir sur Miasme et ça me fait toujours plaisir de vous retrouver et encore un grand merci puisque c'est vrai que moi qui étais un spectateur assidu de votre chaîne, c'est vrai que de passer de l'autre côté, ça me fait toujours un petit un petit frisson. Donc merci beaucoup. Bon, bah, écoute, c'est gentil. Et puis, si vous connaissez pas la chaîne de Damien, si vous êtes passionné bien, par toute la culture fantastique, horreur cinématographique, et voilà, c'est ton fond de commerce, on va dire, plus d'autres sujets, entre autres le Dogman. Hein, Exactement, oui, oui, qui est qui est un sujet que... un phénomène qui me passionne absolument. Oui. Voilà. Et bien ce soir, on va parler en fin d'émission un petit peu d'ailleurs, bien justement de cinéma, parce que moi, il y a un film là, que j'ai vu récemment et j'aimerais en débattre un petit peu avec toi. Je sais pas si tu l'as vu, mais je pense que oui. Sinon, on va parler d'IA, comme chaque semaine avec la chronique de l'IA. Et puis, Damien nous a apporté tout un tas de sujets. On va passer par les vampires, on va passer par la cryptozoologie, et par l'ufologie. On va peut-être d'ailleurs même commencer par cela, parce que c'est un sujet qu'on a abordé la semaine dernière. Vous vous rappelez, hein, je vous ai parlé du AARO, le nouveau comment dire, bureau gouvernemental américain sur l'investigation des anomalies tout domaine. Et on vous avait dit que le responsable du AARO était devant le Sénat pour présenter un cas d'une orbe qui passait, qui avait été détectée. Et finalement, moi, je me suis trompé la semaine dernière, je vous ai dit que voilà, c'était sûrement un drone Reaper qui avait été observé. Eh bien non, c'est pas ça, c'est plutôt le contraire, c'est depuis un drone Reaper que l'observation a été faite. Et justement, Damien, tu voulais nous en parler ce soir. Alors effectivement, voilà, je voulais aborder ce sujet-là. C'est vrai que cette vidéo vient d'être déclassifiée. Elle daterait de 2022. Elle a été prise au Moyen-Orient et on y voit donc un espèce d'étrange objet rond. D'ailleurs, je t'ai envoyé la vidéo, Antoine. Et cette vidéo aurait été prise depuis un drone Reaper, donc des drones qui évolueraient entre 6 000 et 7 000 mètres d'altitude. Et c'est vrai que pour l'instant, ben, impossible d'identifier en fait la nature de l'objet uniquement via vidéo, quoi. Donc, Donc c'est cette vidéo-ci, vous allez voir, ça va très très vite passer. Hop, voilà. Je suis pas sûr qu'il arrive à la rattraper d'ailleurs. Ah si, là on la revoit un peu en bas à droite, ouais. Ouais, c'est surprenant. C'est surprenant. Donc pas d'informations particulières, ils n'ont pas trouvé depuis la semaine dernière. non, alors c'est vrai qu'on n'a pas d'informations, en tout cas officielles. Sur les réseaux, évidemment, tout le monde y va essayer d'investiguer en fait sur le sujet, essayer de comprendre ce que pourrait être cet objet. Euh, pour certains, ça pourrait être un projectile de munitions. Bon, c'est vrai que ça paraît quand même un peu gros. On le voit pas, on voit pas comment dire, il y a quand même certaine stabilité qui est maintenue. On voit bien qu'au niveau pareil de la hauteur, en fait, ça reste à une certaine altitude, pardon. L'objet paraît assez stable, il n'est pas en train de pivoter sur lui-même, enfin, il tourne pas sur lui-même. C'est vrai que c'est assez étrange. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que ça rappelle une autre sphère, en fait, assez identique, qui aurait été prise, elle, en Irak
en 2016, exactement à 9h47 du matin, que je t'ai envoyé d'ailleurs, Antoine, et que tu peux peut-être diffuser, avait été diffusé par Jeremy Corbell, qui est bien connu, hein, évidemment, du monde ufologique, et par George Knapp, en fait, connu également pour l'émission Coast to Coast, pour ceux qui écoutent Coast to Coast. Et donc cet objet est appelé l'orbe de Mosul, puisque ça a été pris donc il aurait été vu au-dessus de Mosul. Et ce serait en fait un screenshot d'une vidéo originale qui durait 4 secondes, mais la vidéo n'a jamais été diffusée. Donc tout ce que l'on voit, c'est cette photographie où on voit cette boule qui semble métallique, pareil, mais aucune Ouais. information là-dessus. On ne sait pas ce que c'est. C'est vrai que cette boule-là, quoi, elle y ressemble en tout cas, hein. Exactement, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est le même objet sphérique, même couleur, et ça semble un peu métallique, c'est vrai. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pourrait penser. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que Jeremy Corbell a ajouté que ces sphères-là ressemblent à ce qu'auraient rencontré en fait des aviateurs et des marins, en fait, des Marines, sur la côte ouest des États-Unis. Mais là, le fait que ça a été en fait capturé sur une zone de conflit, en fait, pour eux, ça rend les choses vraiment, vraiment compliquées, quoi. C'est que là, ils se disent quelque chose peut-être nous surveille. Donc voilà, mais en tout cas, très étrange. Mm, mm. Ok. Et après, il y a une autre chose aussi qui est quand même assez étrange, c'est est-ce que c'est un qu'en pense en fait réellement le Pentagone? Est-ce que en fait ils savent vraiment ce que c'est et ils nous le disent pas et en fait c'est peut-être un moyen de distraire les gens avec cette espèce d'histoire d'orbe étrange ou à ce moment-là ils savent vraiment pas du tout ce que c'est, tu vois? Mm, mm. Et je Bah, sais pas. c'était un peu le propos de mon sujet de la semaine dernière. C'était que bon, alors c'est le AAO, hein, maintenant qui est en charge de ce genre de phénomène, hein, qui devait apporter des éléments de réponse auprès de leur Sénat, du Sénat américain, parce Mhm. que justement, alors c'est pas du tout le côté ufologique, hein, qui est mis en avant, c'est plutôt le côté menace d'une puissance étrangère, et ils pensent fortement à la Chine. C'est vrai, est-ce que ça pourrait ne pas être tout simplement un drone nouvelle génération? Exactement. Et justement, à propos de ça, Antoine, tu fais bien d'en parler puisque je suis tombé en faisant quelques petites recherches sur un drone assez étrange qui s'appelle le Zirone, en fait, qui est un drone ultrasonique et qui peut se mouvoir sans avoir besoin de petites ailettes, tu sais, comme on a sur les drones. En fait, là, ça fonctionne avec un... Alors, c'est assez complexe, mais en fait, ce serait de l'ultrason qui viendrait résonner sur de la céramique et qui parviendrait à pouvoir faire manœuvrer le drone et tout cela sans bruit. Donc, je t'en ai envoyé d'ailleurs une photo et c'est vrai qu'on est sur quelque chose qui ressemble exactement à ce qu'on voit sur les vidéos, c'est-à-dire une sphère un peu métallique. Voilà. Clairement, hein. Et ça y ressemble beaucoup. Et dans un autre cas, puisque j'ai encore un petit peu creusé l'info également, je suis tombé sur un drone en fait qui sert généralement à faire de la surveillance, qui s'appelle le Kamov K137, alors qui paraît quand même là plus ancien, hein, on est sur une technologie qui est un petit peu plus vieille, mais on voit également une espèce de boule métallique. Par contre, là, on a de grandes ailettes, hein, façon un petit peu hélicoptère. Bon, là, Ouais, peut-être l'ancêtre de ce genre de ce genre d'appareil. exactement, exactement. Ça pourrait être un peu son ancêtre, ouais. Après, tu connais la vélocité de ce genre de Alors, drone, là? c'est vrai que le Zirone est quand même assez lent. On peut le trouver sur YouTube. Il y a une vidéo. On le voit évoluer en fait en intérieur. C'est pas extrêmement rapide. Après, est-ce qu'on peut avoir ce type de drone-là qui aura été fabriqué en fait uniquement pour l'armée et qui serait un peu plus en avance que ce qu'on nous montre sur YouTube et qui, eux, se permettraient d'aller à des vitesses bien supérieures? Ou alors, est-ce que sur la vidéo, on aurait un effet de parallaxe qui nous donnerait l'impression qu'on a une vitesse comme ça assez incroyable alors qu'en fait, ce serait beaucoup plus lent, tu vois? Mhm. C'est vrai que là, on n'a pas d'informations pour pouvoir réellement calculer Oui, la vitesse. les deux couplets, effectivement, Mm. entre cet effet-là et le.
le fait que ça exactement. se déplace, mais pas aussi rapidement, mais en fonction de la prise de vue. On rappelle, hein, le drone américain, lui, c'était 3000 pieds, c'est ça? Hein. Ouais, Ou 30 000, non, 3000, ouais, ouais, ouais. 3000 pieds, donc voilà. Il peut y avoir effectivement une déformation et avoir un sentiment de vitesse qui n'est pas là. Mm. Bon, eh bien, très, très intéressant. Voilà, eh bien, écoute, tu as participé finalement à notre courrier des lecteurs, hein, parce que quand on peut dire parfois quand on peut faire parfois des erreurs d'interprétation, bah, surtout que là c'était un site en anglais et parfois eh bien, les traducteurs automatiques sont pas si bons que ça. Donc merci d'avoir reparlé de ce sujet, ça tombait bien, c'était d'actualité. Bien tiens, vu qu'on est dans le courrier des lecteurs, la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait interpellé David pour qu'il nous refasse un petit peu son interprétation de Paris-Idoli qu'on avait dans une photo de flamme. Alors je vais te montrer ça. Damien, tu vas voir, c'est assez incroyable. Donc on avait montré la semaine dernière une belle flamme où on voyait effectivement des formes dans cette flamme. Et on a un ami qui a un très bon coup de crayon et qui en plus a l'œil et il voit des formes qu'on ne voit pas forcément. Tu vas voir, c'est impressionnant. Donc ça, c'était la forme générale de la photo Mhm. où on voyait voilà, des petites choses dans cette photo. Et voilà comment, avec l'animation qui va y mettre, ce que lui interprète et voit dans ses flammes. Donc il nous fait ça bien. Hein. Donc là, effectivement, il voit un visage, clairement, plus deux autres visages à l'intérieur. Ah oui, effectivement, ouais, ouais, ouais. Voilà. Là aussi, il en voit un. Dans les flammes, il en voit un. Et puis, le dernier, Décidément, il est partout. il est partout. Voilà. Et mais il y est, hein, quand tu regardes bien, celle-là, il l'a même pas dessiné. Mais effectivement, tu vois, regarde. Alors Ça... effectivement, alors est-ce que ce serait pas justement la fumée qui, en se superposant aux feuillages en fait qui sont derrière, donnerait cette Ah ouais. impression, tu vois, c'est-à-dire que ça met en avant, euh, tu vois, les parties du feuillage en fait, et ça donne cette impression de visage. Mais Mm, mm, effectivement, mm, oui, en le voyant comme ça, on a l'impression de voir des yeux. Bon. mm, mm. Après, tu sais, Alors, moi, c'est des choses des fois que j'ai l'impression de voir un petit peu partout, tu vois. Par exemple, quand tu fixes, je sais pas, par exemple, moi, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps dans une salle d'attente. En fait, j'étais en train de fixer le sol. Il y avait une sorte de carrelage, tu sais, sur lequel des fois tu as des formes un peu étranges. Et je sais pas pourquoi je fixais. Et d'un coup, en fait, m'est venu ce visage, en fait, aussi. C'est-à-dire que d'un coup, tu dessines, se dessine, doit des yeux, une forme de bouche. Et après, tu fixes que ça et tu ne vois que ça, tu vois. Alors mm, que, mm, bon, au départ, je ne voyais rien, mais c'est simplement en laissant mes yeux divaguer là-dessus que j'ai. Et effectivement, tout à c'est un fait. peu pareil là. Alors, est-ce que vraiment ce sont des visages ou est-ce que c'est juste notre imagination qui. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a vu le dessin, Ah ben après, on ah voit ben plus que ça. là, même dans la flamme principale, je ne vois que le visage, hein. Mm, mm. Alors nous, avec Jérôme, là, Mais. on voyait aussi quelque chose là à ce niveau-là, tu vois, en bas à gauche. Alors Hmm, je sais pas si toi tu vois ici sur le petit carré là, on voit une espèce de petit diablotin. non. Bon, alors je vais te montrer ce que lui, David, voit. Donc là, sur cette petite partie de flamme, bon, avec Jérôme, on avait un peu les idées mal placées. Voilà ce que David voit. C'est pas du tout la même chose. D'accord, ok. Effectivement, ouais, il fallait vraiment le voir celui-là, hein. Voilà. Ouais. Euh, Il nous en a proposé une dernière, mais vraiment pour la blague. Donc là, c'était en haut de la flamme. Il voyait autre chose. Hop, là, voilà. Ici, il voit un loup. Là, il voit un visage. Et là, il voit un autre visage. D'accord. Et là, il voit une espèce d'être démoniaque, une succube. Mhm. Ouais. Donc voilà.
Donc Ok, effectivement, on peut voir ce qu'on veut dans ce genre de pareidolie, mais c'était comme on lui avait mis un petit défi qui nous fasse ça parce qu'il nous en a déjà fait plusieurs animations. d'accord. Voilà. Euh, Allez, tiens, on va revenir parce que notre ami est du côté du Québec. On va rester sur le continent américain parce que bien il y aurait un nouveau phénomène de cryptozoologie qui serait apparu. Euh, donc Donc, ça se passe au Mexique. donc effectivement, donc là on part vers le Mexique, on est à plus de 8 000 kilomètres en fait de l'Écosse. Et voilà qui a été prise donc cette photo, une étrange photo dans laquelle on peut voir une sorte d'aileron entouré comme ça de cette bon de cette eau un peu trouble. Alors c'est vrai que c'est assez étrange puisque depuis que cette photo a été prise, donc la police, alors d'Atizapan des Zaragoza, alors excusez-moi pour mon accent mexicain, mais la police serait en train d'enquêter pour essayer de comprendre en fait ce que pourrait bien être cette créature. Tout en sachant que la population locale croit fermement l'existence d'un dinosaure qui aurait évolué, isolé de tout, alors un petit peu comme le monstre du Loch Ness, isolé de tout et qui serait le gardien un petit peu de ce lac qui est en fait de l'eau enfin, une retenue de barrage en fait. Voilà. Et donc selon eux, cette créature aurait évolué, enfin vivrait là et aurait évolué seule depuis des années et des années. Voilà. Et donc Mhm. enfin, on en aurait une photo. Alors c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Euh, on voit un espèce d'aileron. Alors moi, ce qui me pose un peu problème, c'est que là, on a une sorte d'onde circulaire. Donc, ce qui veut dire qu'on a plutôt l'impression d'un objet qui serait tombé dans l'eau plutôt qu'un C'est animal qui ça. serait en train d'avancer, tu vois. Mhm. Donc, pour moi, c'est un peu problématique. Ou alors il est sorti de l'eau, tu vois, à Hmm. la verticale et ça a fait cette onde. Mais mon premier réflexe, moi aussi, c'est quelque chose qui tombait du ciel. Ouais, c'est ça. On a plutôt l'impression de quelque chose qui tombe dans l'eau, effectivement, plutôt que Mhm. quelque chose qui serait en train d'avancer. On le voit, par exemple, quand on voit une photo de dauphin dans l'eau, on n'a pas Non, cette onde il y a circulaire, en pas fait, l'onde autour. arrière, oui, c'est plutôt en V comme ça, tout à fait. Mhm. Exactement. Donc voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette photo qui est venue bah, alimenter en fait cette légende locale. Donc Nessie est peut-être pas tout seul au final. Il aurait un cousin lointain. Eh bien, figure-toi que moi, je l'ai peut-être vu dans la Seine à côté de chez moi. Ok, Je te montre, je parce que suis je l'ai impatient. filmé. Je suis Euh, impatient de voir ça. ah ben, tu peux. C'était il y a 2 jours. Je me suis arrêté. Alors, je l'ai filmé un peu bizarre à travers le rétroviseur de ma voiture. Les Mhm. 1er de septembre dans le domaine de Chamarande avec On va baisser la musique. Hop, alors, bien sûr, j'ai du mal à faire le focus. Hop, tu vois, ça bouge. Tu l'as vu? J'ai vu effectivement. Alors c'est vrai que c'est exactement la représentation qu'on peut se faire de Nessie, quoi. Hein. La tête d'un côté et puis un C'est peu ça. de. Allez, on va Ah, essayer c'est. de Alors, revenir. alors, alors, moi j'ai juste une question, c'est qu'est-ce qui faisait que tu filmais à ce moment-là? C'est-à-dire que tu l'avais déjà vu un petit peu avant? Oui, je l'ai doublé et je me suis vite arrêté pour. Les premiers réflexes, ça a été de le filmer à travers. Alors À est-ce que ça tra- pourrait. Ah, c'est vrai que c'est assez étrange. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à un petit peu aux illustrations de Nessie, tu vois. Est-ce que c'est après t'as regardé, c'était pas une branche, t'as pu sortir de la voiture peut-être pour essayer de t'en approcher? Ouais, ouais, bah, je suis trop honnête. J'arriverai pas à diffuser des fake news. Bah oui, bien sûr que c'est une branche. D'accord, ok. Mais en fait, je l'ai prise justement sous cet angle-là, parce qu'avec Jérôme, ça fait plusieurs épisodes où on essaie de sensibiliser nos amis sur eh bien la manipulation de l'image, Mhm. les fake news, et le fait que, en définitive, un petit peu comme l'image que tu as montrée, parce que bon, effectivement, ils ont mis en titre que c'était peut-être un
un Nessie du coin parce qu'il y a cette légende, mais ça peut être tout à fait autre chose. Et là, c'est une branche qui avait vraiment cette forme, voilà, à la Nessie, c'est-à-dire ça Complètement. ondule et puis on a une espèce de tête qui sort comme ça. Mm. Et, euh, et avec cet effet un peu de j'ai du mal à faire mon focal, tu vois, je bouge un peu, etc. On a l'impression qu'elle avance, alors qu'en réalité, c'est la branche, elle bouge pas. Voilà. Et donc, D'accord. il suffit, tu vois, dans l'absolu, de balancer cette vidéo sur TikTok ou n'importe quoi en disant un serpent géant filmé dans la Seine, ça buzz, et puis voilà. Et puis Ah bah là, on... je pense que tu fais un carton hein, sur TikTok. Mais effectivement, c'est vrai que c'est bien, je trouve, de faire ce que tu fais, de sensibiliser un petit peu à ça. Effectivement, il faut toujours essayer de réfléchir un petit peu à ce qu'on voit. Mais c'est vrai que moi, je vois la photo là, c'est vrai qu'on a revient en tête en fait ces illustrations de Nessie ouais, dans les eaux du Loch Ness. Et Exactement. c'est Donc, une branche dans la Seine. ouais, c'est juste une branche dans la Seine. C'est vrai qu'on a envie de croire à l'extraordinaire, on a envie d'aller farfouiller Exactement. et de flirter avec les limites de l'irréel, mais on ne veut pas tomber non plus dans le panneau des fake news. Voilà. Là, Mm, c'était mm. un exemple. Non, je suis content de l'effet, hein, À l'effet, ça fonctionne parfaitement, ça effectivement. Oui, fonctionne oui. Ça parfaitement. fonctionne. Bah écoute, puisque tu parlais de TikTok, moi j'ai également une information TikTok. Et c'est une vidéo, parce que là on va revenir en fait aux ovnis. C'est une vidéo qui a été partagée sur le TikTok d'une modèle en fait qui s'appelle Valentina Rueda Vélez, qui est voilà une modèle colombienne et qui était dans son avion privé et qui a pris une vidéo vraiment intrigante depuis donc la vitre hein, de l'appareil. Et on y voit ce qui pourrait ressembler à un objet volant non identifié. Donc je t'ai envoyé la vidéo Eh bien, on va la regarder. et on va la regarder. Alors là, encore une fois, ça va assez vite. Donc, regardez bien. Ah oui, d'accord. Voilà. Il y a une petite pause. Oh, Donc là, oui. ouais, vas-y, Non, développe. j'allais dire là, en fait, on voit une sorte de forme un petit peu en diamant, comme ça. Donc là, on se trouverait à peu près à 20 000 pieds, hein. Donc, Mhm. on est quand même Oh, assez haut. Est-ce que c'est un drone? Est-ce qu'on est sur une sorte de ballon, en fait, qui aurait été lâché? C'est intriguant, en tout cas. Dis-moi, Antoine, ce que tu en penses. bah, en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que quand c'est pas assez net, on se plaint que ça soit pas assez net. Et quand c'est trop net, on se dit, ça a été fait en FX. Et c'est vrai que là, tu as l'impression de voir le dessous d'un petit vaisseau spatial hein, Hmm. qui remonte comme ça. Attends, on va essayer de le retrouver. Et qui fait un petit virage. Ouais, parce que là, ouais, on n'est pas. Alors, faut se dire que l'avion dans lequel elle est bouge. Exactement, tout à fait, oui. Donc, c'est toujours pareil. Hein, voilà, est-ce que c'est lui qu'on voit bouger ou est-ce que lui, tout simplement, c'est un ballon de baudruche qui est perdu, mais on est à combien, tu disais, Là, on est à d'altitude? 20 000 pieds, là. Ouais, non, tous les ballons, ils tiennent pas à cette altitude. Et Ouais, la source, on en est sûr de cette source-là et c'est Alors pas là, monté à... non, non, la source, on en est sûr. Elle l'a donc diffusée sur son TikTok, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un petit peu l'impression que sur TikTok, les vidéos d'OVNI comme ça sont en train de devenir vraiment le truc du moment. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui a été fait dans le but de buzzer, comme tu le disais, exprès? Est-ce que réellement c'est un objet qui a été vu dans le ciel? Mais à ce moment-là, c'est vrai que ça pose question, puisqu'un ballon
d'enfant qui aurait été lâché comme ça, bon, à cette altitude, je pense qu'il n'aurait pas survécu. Et si Non, réellement c'est il aurait pas un survécu, objet métallique, effectivement. c'est quand même assez dangereux, puisque là, si l'avion se l'était percuté, c'est vrai que ça aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Parce que quand on regarde la trajectoire, on a l'impression qu'elle, quoique non, c'est rectiligne. Mhm. J'avais l'impression qu'à un moment donné, ça faisait peut-être un virage. Mais moi, ce qui m'étonne, tu vois, parce qu'il n'y a rien à filmer là, quoi. Le ciel est même pas beau, on voit même pas le. Tu vois, Alors, pourquoi est-ce qu'elle filme? exactement. Alors, c'est vrai que soit l'image a été un petit peu croppée, et ce qui fait qu'elle l'a vu arriver de loin, ou elle a vu peut-être, tu sais, quelque chose d'un peu brillant comme ça dans le ciel. Je sais pas. Mais c'est toujours un petit peu les questions que l'on se pose quand on voit ce genre de vidéo, c'est qu'est-ce qui amène les gens en fait à filmer du néant pour que quelque chose arrive quelques secondes après. Donc, tu vois, c'est vrai que là, on n'en sait pas plus en fait. Et puis là, regarde, là, il y a une espèce de coque ici. C'est peut-être un Mhm. camouflage. Non, soyons sérieux. Ouais, je sais pas. Là, j'avoue que. Ouais, Vous en pensez quoi, les amis Mimi? Hein, on vous met à contribution. N'hésitez pas à partager votre avis sur le chat, hein, si vous êtes avec nous samedi soir à partir de 21h. Sinon, dans les commentaires de la vidéo. Moi, celle-ci, je lui mettrais un petit 25% de crédibilité. Mais voilà, après, comme je te le disais, hein, quand c'est pas assez net, on dit ouais, bah, c'est jamais net, voilà. Et puis quand c'est trop net, on C'est a vrai que là, plein de doutes. il était quand même très proche de l'appareil, effectivement. Ouais. Mm, mm, clairement. Bah, écoute, Damien, ce que je te propose pour continuer, eh bien, on va aller à la rencontre de l'IA, dans notre chronique hebdomadaire de l'IA. Alors, donc là, on va pas vous parler de ChatGPT, on va pas vous parler de Chaos GPT, d'Auto GPT, voilà. On va prendre un peu de recul dans l'espace. Et visiblement, les Chinois ont fait une expérience. Ils ont donné le contrôle de leur satellite à une IA pendant 24 heures. Allez, on va regarder ça. Voilà. Donc, c'est un article de JDG. Une IA a pris le contrôle donc d'un satellite chinois pendant 24 heures. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, les satellites sont tout simplement pilotés par des programmes où on va leur donner des actions à faire. Donc, ils suivent leur ligne de code, ils suivent leur programme, et donc si on leur demande d'analyser ce qui se passe au sol à tel endroit, ils vont aller au sol à tel endroit, ou telle variation climatique, ils vont se déplacer en fonction d'algorithmes préétablis. Mhm. Euh, Là, les Chinois se sont dit, et si on faisait carrément décider le déplacement du satellite par une IA embarquée Mhm. qui irait du coup de son propre chef en fonction des données qu'on lui a donné à intégrer, qui irait elle-même se positionner sur des endroits à étudier en fonction de ses missions. Et c'est ce qu'ils ont fait donc avec ce satellite. Euh, Donc, c'est l'équipe de l'université de Wuhan, donc l'équipe Wangmi, qui s'est donné à ce genre d'exercice. Ils ont jeté leur dévolu sur un satellite qui s'appelle le non, Qimingxing 1, qui est un satellite d'observation qui est positionné en orbite terrestre basse. Et son objectif à ce petit satellite, c'est de prendre des photos. Voilà. Et donc, ils lui ont donné carte blanche à cette IA pour piloter ce satellite et puis se déplacer, en tout cas déplacer sa caméra sur les zones qu'elle déciderait elle-même. Donc, pendant ces 24 heures, elle a ciblé deux zones, entre autres. Patna, qui est une ville du nord de l'Inde, et le port d'Osaka. Alors,
Pourquoi ces deux sites, ces deux cibles en l'occurrence? Il faut savoir que Patna, c'est une zone qui est donc frontalière avec la Chine, où il y a de nombreuses tensions. En 2020, par exemple, il y a eu des affrontements qui ont eu lieu dans la vallée, parce que c'est une vallée qui est revendiquée par les deux pays. Voilà. Mhm. Donc l'IA d'elle-même a décidé d'aller jeter un coup d'œil sur cette zone-là par rapport à l'analyse des données qu'on lui avait envoyées. Et le port d'Osaka, eh bien, là aussi, ça pourrait être pour une raison économique, parce que c'est un gros port économique, mais c'est aussi un point qui est un peu un centre névralgique dans cette zone-là, parce que les Japonais hébergent des navires de guerre des Américains dans ce port. Et donc, voilà, la Chine, forcément, elle n'apprécie pas la cohabitation, en tout cas la proximité de ces navires de guerre euh, par rapport à son territoire. Donc, ce qui est intéressant de voir déjà par rapport à la façon dont l'IA a analysé les données qu'on lui a faites, c'est que d'elle-même, elle a été sur des zones qui sont un peu tendues. Et voilà, elle a mené sa mission de son propre chef sans avoir d'instruction de la part d'opérateurs sur Terre. Donc, ça a quand même un intérêt, ce genre d'IA embarqué dans des satellites, c'est que en se passant d'opérateurs, ça permet d'avoir une réactivité par rapport aux missions qui lui sont données. Alors là, on ne parle pas encore d'auto-GPT comme il y a 2 semaines, mais voilà, si je ne sais pas si tu as entendu parler, Damien, d'AutoGPT, c'est une IA à qui on donne une mission, un projet, et puis elle va mener son projet de A à Z. Donc là, on Mhm. est, on est un peu dans ce genre de programmation. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que l'espace va devenir de plus en plus encombré, et il va y avoir de plus en plus de risques de collision. Et le fait d'avoir des IA à bord, embarqués, eh bien, ça va permettre de diminuer ces risques de collision, de pouvoir réagir très rapidement, plus rapidement en tout cas que pourrait le faire un humain, un opérateur humain qui donnerait des ordres, pour éviter des collisions inattendues. Voilà. D'accord. Donc, par rapport à nos chroniques de l'IA où on met une alerte sur l'IA, effectivement, celle-ci est peut-être moins inquiétante, mais et là, je me retourne vers le spécialiste que tu es, Damien. Il me semble qu'il y a eu des films de science-fiction où justement il y avait des IA qui avaient pris possession de satellites comme ça, et puis ben, ça tournait mal. Oui, Pour vous dire évidemment. rien. Tout à fait, oui. T'as des Alors, titres en tête ou des films avec des IA et des satellites. parce que je sais que j'en ai vu un il n'y a pas très longtemps, mais alors, impossible de me rappeler du titre. Mais c'était le principe, hein, c'est qu'effectivement l'IA prenait le contrôle je crois que c'était de satellites météorologiques et créait du coup des catastrophes météo. Ça me parle ce dont tu es en train d'énoncer là, mais je vois pas. Hum. Alors en tout cas, voilà, il y en a forcément. Et ben, le problème, c'est que si à un moment donné, il y a une IA qui commence à piloter un, deux, trois, et puis tous les satellites de la planète, et si c'est une seule IA qui les pilote tous, tu vois, si tout est intercommuté, Hmm. voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque réel? Alors moi, il y a quand même une question que je me pose, c'est est-ce que le choix d'aller se placer à cet endroit-là en particulier n'est pas dicté uniquement par l'actualité récente en fait? Parce que c'est vrai que on est en train d'en parler tu vois, de ces thématiques-là en ce moment. Alors est-ce qu'il s'est pas déplacé là uniquement parce qu'il a eu toutes les informations tu vois, il a fait un tri en fait dans tout ce qui se passe actuellement et que celui-ci était pour lui l'endroit peut-être chaud du moment, tu vois. Euh, Si, de toute manière, par rapport à la base de données avec laquelle il a été alimenté, oui, il a dû mettre des niveaux de criticité hmm, par rapport à ouais, toutes c'est les ça. zones, et puis oui, ça c'est.
c'est à peu près sûr, mais en tout cas, ça, voilà, ça montre que ça marche et Hmm. que l'IA est capable de prendre des décisions en fonction de l'actualité. Ouais, c'est ça. Mais après, oui, il me semble que d'ailleurs les chercheurs avaient expliqué que le but de ces travaux-là, c'est de pouvoir un jour en fait recourir à l'IA pour exploiter tous leurs satellites de détection, quoi. Donc, en tout cas, les satellites chinois. Donc, c'est vrai que quand l'IA aura la main mise sur tout cela, que se passera-t-il? C'est ça qui est assez C'est effrayant. ça la Et vraie question. surtout, c'est qu'est-ce qui se passera le jour où en fait les IA récolteront des informations pour se protéger elles-mêmes de leur ennemi, sachant que bah, l'ennemi de l'IA, ce sera l'humain. Et à ce moment-là, on arrivera sur Skynet et Terminator, tu vois. Ouais. C'est vrai que Euh, ça peut aller assez loin, on ne sait pas. c'est un peu le principe du syndrome de la basilique quoi, la théorie de la basilique de Rocco dont j'ai parlé la semaine dernière. Je t'en reparlerai tout à l'heure en off si tu connais pas le principe, mais Ok. voilà, on va y arriver sur cette IA omnipotente, donc voilà, Hmm. Ah bah, c'est c'est ce qu'il faut sûr, faire. hein, on a vraiment l'impression qu'on est. Et je pense qu'il y aura un moment où forcément il y aura des limites peut-être qui seront imposées, tu vois. Euh, en tout cas, ils seront obligés Oui, imposé par qui? de délimiter certaines limites. Bah, les humains, c'est-à-dire que de ne pas laisser forcément l'IA avoir la possibilité tu vois, Oui, mais il y aura toujours un taré. Le problème, il est Ah, c'est là dans ça. l'humain, c'est qu'il y aura toujours le taré qui passera la limite parce qu'il Hmm, sait qu'il aura plus de pouvoir que les autres en dépassant les limites. hmm. Et on n'est Après, il pas y à a, l'abri. ouais. Après, il y a eu un livre qui est assez intéressant. Je ne sais pas si tu le connais. Ça s'appelle L'intelligence artificielle n'existe pas je crois que c'est Julia, quelque chose comme ça, Luc Julia, je crois. Et il avait, lui, écrit en fait dans ce livre-là que l'intelligence artificielle en fait n'est que des programmes humains, ne sont que des programmes humains qui seront toujours délimités en fait parce que l'humain aura déterminé dans son programme et que l'IA ne pourra jamais aller au-delà par elle-même. Et ce bouquin est très intéressant, je trouve, si voilà, si vous avez envie de lire sur le sujet, c'est assez passionnant. C'est noté. Je le mettrai en référence, pour ceux qui n'ont pas noté. Ok, eh bien voilà, pour clôturer notre chronique de l'IA de cette semaine. Et bien, on va revenir sur un sujet qui qui date un peu que de l'année dernière, je crois que de 2022, ce sujet, mais comme il était intéressant, voilà, et, on avait envie d'en parler, on aurait retrouvé des squelettes de vampires. Exactement, Antoine. Donc là, ça se passe en septembre 2022 en Pologne et ce sont des archéologues qui ont déterré dans un vieux cimetière les restes d'une femme et qui semblait avoir été enterrée avec une sorte d'objet métallique tranchant qui lui recouvrait la gorge. Comme si on avait voulu éviter en fait que cette personne décédée ne revienne d'entre les morts. Donc évidemment, on ne peut penser qu'à un vampire qui se relève de sa tombe. Et c'est vrai que la Pologne, en fait, il y avait beaucoup de superstitions comme ça alors, il y avait non seulement cette espèce de voilà d'objet métallique qui la maintenait donc au sol, et il y avait une sorte de cadenas, je crois, également. Donc vraiment pour être sûr qu'elle ne revienne pas quoi. Et donc comme je le disais, il y avait quand même beaucoup de superstitions aux alentours du XVIIe siècle où on avait toujours peur comme ça que les morts puissent revenir. À la vie. Certains étaient même, alors on brûlait des cadavres des fois, on les écrasait même avec des pierres pour vraiment être sûr que c'en était terminé. Et c'est vrai que c'est une découverte qui est quand même assez étrange, mais qui n'est pas isolée, puisqu'en 2014, ils avaient déjà retrouvé 6 squelettes identiques maintenus comme ça par des barres de fer dans un autre cimetière au nord-ouest de la Pologne. Donc
Voilà, le mystère reste entier. Mhm. Croyait-il réellement aux vampires ou est-ce que c'était simplement... Je sais pas trop en fait. C'est vrai que moi, je pense que peut-être ces histoires de vampires auraient pu être imaginées par la décomposition du corps, puisque là, on a l'impression qu'en fait, ils n'ont pas été enterrés vraiment dans une voilà, ils n'ont pas été mis dans un cercueil ou quoi que ce soit. On a plutôt l'impression que ça a été fait, voilà, un trou dans lequel on les a un peu enterrés comme ça à la va-vite. Et peut-être que ces histoires de vampires venaient de la décomposition du corps qui pouvait peut-être faire des bruits étranges ou des corps gonflés qui pouvaient peut-être, tu vois, donner l'impression qu'ils bougeaient ou qu'ils revenaient à la vie, tu vois. Mhm. Peut-être que là, voilà, était l'origine de ce mythe. Mais en tout cas, voilà, tu as les Alors, photos et c'est vrai que ouais, quand on les tout voit. à fait. Ouais, je sais que c'est. Alors, déjà, ce sont pas de fausses photos, hein. Il y a eu Mm, effectivement, comme le dit Damien, de très nombreuses découvertes de corps comme cela, avec, en général, oui, c'était une lame coupante, une fossile ou quelque chose comme ça. Parce que, euh, alors, c'était selon les régions, soit lié effectivement au mythe du vampire, soit tout simplement lié au mythe du mort-vivant. Euh, Comme tu l'as dit, pour se débarrasser logiquement de ces entités maléfiques, le mieux c'était de brûler les corps, mais l'Église interdisait de brûler les corps parce que en brûlant les corps, vous brûliez l'âme et donc plus aucune chance de résurrection par rapport aux défunts. Donc voilà, ils étaient embêtés et le meilleur moyen qu'ils avaient trouvé, c'était de mettre cette faux au niveau du cou parce que à partir du moment où il se relève d'entre les morts, il rencontre la lame et la tête tombe. Et là, c'est plus dangereux, quoi, c'est plus difficile d'aller mordre quelqu'un sans tête. C'était un peu ça l'idée. En mm, dehors de ce petit clin d'œil, il y avait quand même une vraie croyance là-dessus. Et moi, j'ai toujours du mal avec cette idée que nos ancêtres étaient des teubés, tu vois, et qui faisaient des trucs par superstition parce qu'ils avaient peur de quelque chose. Euh, Moi, je suis plutôt du parti de dire que quand ils faisaient des choses qu'on n'arrive pas à interpréter nous aujourd'hui, parce que ça nous paraît tellement stupide, c'est que en réalité, ils le faisaient parce qu'il y avait une vraie raison une vraie relation de cause à effet, et la cause, le problème, c'est qu'on la connaît pas aujourd'hui. C'est surtout ça qui fait qu'on n'arrive pas à interpréter la réalité de ce genre mm. de mise en tombe. Euh, Peut-être que effectivement, est-ce qu'il n'y a pas eu des gens qui revenaient d'entre les morts? Alors, c'était courant hein, d'enterrer des gens qui n'étaient pas tout à fait morts et puis qui revenaient, d'où la notion de croque-mort, tu sais, Mm. qui croquaient le petit orteil, je crois, parce que forcément, ça réveillait tout le monde. Mais voilà. En dehors de la superstition, il y a peut-être une une vraie raison derrière tout ça. Et, et bien avant notre écrivain, l'écrivain de Dracula, Bram Stoker. Bram Stoker, il y avait des mallettes de chasseurs de vampires qui étaient très en vogue, de chasseurs de vampires et de loups-garous, hein. Et dans ces Mhm. mallettes, on en avait parlé dans un Mimi, il y avait vraiment tout le kit, l'eau bénite, la balle en argent, le crucifix, le pied en bois, etc. Et ça se vendait. Mm. Alors ça date de quand? Du 19e siècle à peu près, non? Ce genre de choses, parce que... Non, 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 c'est avant. Avant, c'était Avant? plutôt, ouais, ouais, c'était plutôt du XVIIe siècle de D'accord. mémoire. Ah ouais, c'était vraiment avant avant la sortie du livre. Donc, c'était pas un effet de mode lié au livre. Et en fait, Bram Stoker, c'est plutôt le contraire. Tu vois, il s'est lui inspiré de tout ça pour créer son, son Ouais, personnage, son personnage. plus le mythe de l'empaleur, je sais plus comment il Oui, s'appelle, Vlad Tepes. Vlad Tepes. Voilà. Donc, D'accord. il y avait une vraie crainte, effectivement, effectivement, par rapport à tout ça. Et après, c'est vrai que moi qui ai beaucoup écouté Jacques Sirjean, peut-être que tu le connais, Bien sûr. c'est vrai que pour lui, la légende du vampire remonterait à bien plus loin et même à 450 000 ans avant notre ère, c'est-à-dire quasiment l'époque de Néandertal, où là, il
peinturer en fait les squelettes en rouge. Donc encore une fois, une espèce de légende liée au sang qui aurait pu empêcher en fait les morts de revenir à la vie. Alors voilà, c'est vrai que c'est assez particulier, mais moi je pense surtout que l'homme a toujours eu une sorte de peur peut-être, de crainte, tu vois, de la mort, peut-être du... Je sais pas comment l'expliquer en fait, mais il y a probablement ouais, des choses qui viennent de là, peut-être quelque chose d'enfoui vraiment au fond de nous et qui nous ont jamais réellement quittés et qui s'est modifié au fur et à mesure du temps pour se Et transformer c'est en pas, vampire que l'on connaît aujourd'hui. ouais, et c'est pas tout à fait la peur de la mort, c'est la peur de quelque chose de mort revienne. Qui C'est pas revient tout à à la fait vie. pareil, tu vois. Ils n'avaient Alors pas peur peut-être, de la mort, c'est le ouais, alors fait que. peut-être une méconnaissance de la mort justement. Ils avaient peut-être pas ils imaginaient peut-être pas que la mort était définitive, tu vois. Je sais pas. On sait pas trop comment ils pouvaient penser à cette époque-là, mais en tout cas, voilà, le mythe de vampire vient forcément de quelque part. En tout cas, Jacques Sergent, lui, il a monté le musée du vampire à Paris. Je sais pas si il est toujours en activité, parce que ça fait peut-être 3 ans que j'ai plus de nouvelles de lui, mais je crois qu'il était parti à un moment donné en Chine pour présenter son musée des vampires. Mhm. Et il faisait aussi une visite guidée du Père Lachaise. J'ai eu droit à 2 visites avec lui et qui sont passionnantes. Et entre autres, lui avait découvert la tombe de Dracula et il démontre où est-ce qu'elle se trouve Mhm. au Père Lachaise avant qu'elle ne soit. Elle a été déplacée depuis, donc aujourd'hui il n'y est plus, mais pour lui, il est persuadé qu'il a été enterré, et en tout cas, il a eu un passage au Père Lachaise à un moment donné. Voilà. D'accord. Et musée des vampires qui malheureusement aujourd'hui n'existe plus, je crois, hein. Bah, c'est ça, oui, je crois que voilà, son musée a fermé. Et en tout cas, il a fait un livre, un très beau livre, une encyclopédie du vampire, qui est un livre de référence, je vous le conseille. Et puisqu'on parle de vampires, Antoine, est-ce que tu connais le film Dracula 2001? Non, ça Alors me dit rien. c'est vraiment une petite série B, voire même série Z, hein. C'est vraiment bidon comme film. Mais donc c'est un film de vampire, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu du film arrive une théorie selon laquelle ce serait Judas Iscariote qui aurait été le premier vampire, puisqu'au lendemain de la mort du Christ, en fait, il serait revenu d'entre les morts avec une aversion en fait pour l'argent et les crucifix, après avoir vendu, comme on le sait tous, bah, Jésus contre des pièces, voilà. Donc en fait, regardez ce film, c'est vraiment intéressant. Je trouve que la théorie que ça développe est assez pertinente. Voilà. Non, ouais, j'avouerai, je suis passé à côté. Et il est sorti en 2001 ou c'est un vieux film désormais Il me semble que ça a dû sortir, ouais, ouais, ça a dû sortir à cette période-là, il me semble. Ouais, tout à fait. ok. En tout cas, moi, je vous conseille aussi de regarder, je sais pas si tu l'as déjà vu, une émission qu'on a faite sur la chaîne avec Magali Cazotte et Florinette, bien sûr, l'origine des vampires. Et l'origine des vampires, ce serait donc Lilith, hein, pour rester un peu dans cette lignée biblique. Et voilà, si vous avez jamais vu cette émission, honnêtement, attardez-vous-y parce que elles apportent des arguments qui sont très convaincants. Alors, écoute, comme on parle de vampires, je vais te parler d'un sujet. Euh, est-ce que tu connais le terme nécrobotique? Est-ce que tu sais ce qu'est la nécrobotique? La nécrobotique, non, mais est-ce un mélange de robotique et de cadavres? De robotique et de nécromancie, même. Hmm. Mhm. Hmm. Allez, je partage l'article de Futura Science. La nécrobotique ou l'art cauchemardesque de transformer les araignées mortes en robots. D'accord. Cette petite araignée-là, ben, elle est morte en fait. Et il l'utilise grâce à une technologie comme un grappin. Alors le principe, il est relativement simple. Mhm. Euh, les araignées, ben, je ne sais pas si tu as constaté, tu as fait le constat, une fois qu'elles sont mortes, elles se rétractent, hein, il y a toutes les Hmm. pattes qui se recourbent. En fait, c'est parce que
elles ont pas de muscles, hein, elles ont juste un système de pression hydraulique qui leur permettent d'écarter les pattes et puis de les recroqueviller. Et forcément, lorsqu'elles meurent, la pression n'étant plus là, les pattes se rétractent, se recroquevillent. Et donc, Mhm. ce qu'ont fait nos scientifiques, ils ont donc transformé ces araignées mortes en robots. Pour activer les pattes, ils ont inséré une aiguille dans le céphalothorax de l'araignée. Ils ont scellé le trou avec de la colle. Et après, avec une légère pression sur la seringue, ça suffit à faire se déplier les pattes. Et hop, ils baissent après l'araignée à l'endroit où ils veulent attraper un composant de très très petite taille. Et ils relâchent la pression, hop, ça fait une pince. Et ils peuvent aller chercher donc l'objet en question. Donc les scientifiques ont calculé qu'elle peut exercer une force de 0,35 millinewtons. Et D'accord. ça donne effectivement cette photo là d'une araignée grappin comme ça qui vient chercher un truc qui, euh, qui est microscopique. Et Ok. ça s'appelle de la robotique molle aussi. C'est-à-dire, en fait, ce sont des robots biodégradables, hein. Là, dans leur cas, au bout de 2 jours ou 1000 cycles d'utilisation, elles se décomposent. Mais voilà, ils font une vraie étude là-dessus parce que il pourrait y avoir un intérêt à faire de la nécrologie et à robotiser voilà, des êtres morts pour en faire un outil. Bon, là, on parle D'accord. d'araignée, ça ne choque pas trop, mais jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Oui, effectivement, comme toujours, en fait. Comme toujours. Ouais, mais Donc, très intéressant. ouais, Mais j'ai alors, trouvé ça, voilà, un petit article, mais je trouvais ça vraiment rigolo. La nécrobotique, voilà, c'est un nouveau terme qui vient de nécrologie et de robotique. Euh, pour conclure, tu voulais, toi, nous parler d'un autre sujet, Damien, euh, ton sujet fétiche. Alors effectivement, oui, je pouvais pas ne pas parler du Dogman, Eh puisque là, oui. on a eu une news vraiment intéressante qui nous vient du Brésil. Alors attention, ça a encore à être confirmé, c'est un petit peu flou en fait sur la location exacte d'où s'est produit l'événement, mais on aurait un couple qui aurait été attaqué. Alors, il y a une vidéo où on voit le couple donc voilà, qui montre les blessures, etc. Par contre, c'est vraiment atroce. Donc, je te donnerai le lien, mais vraiment, cliquez si, voilà, si vous êtes un peu, si vous n'aimez pas le sang et autres, ne regardez pas. Mais en tout cas, voilà, ce couple a été attaqué par une créature qui apparemment faisait 2 mètres de haut, qui était vraiment très sombre et qui ressemblait à un chien géant qui tenait sur ses pattes arrière. Évidemment, ça parle de griffes, ça parle de dents, de larges canines. Et voilà, pour l'instant, c'est un peu tout ce que l'on sait. Mais en tout cas, ils sont salement amochés. Et selon eux, la créature était vraiment très très forte et rapide. Et là, les locaux, en fait, sont apparemment assez effrayés, sachant qu'en plus, ce n'est pas la première fois que la chose attaque, puisque ce serait la 4e fois en moins d'un mois. Alors, attention au Dogman. Et ils ont pas mis ça sur le dos du Chupacabra. Non, là, c'est le Dogman. Ah non, mais tu vois, c'est au Mexique, hein, c'est ça? Ah non, Colombie, t'as dit. Au Brésil. Brésil, ah pardon. Mm. Ah oui, donc oui, Chupacabra, c'est plutôt Mexique. Donc là, on a des Dogman partout autour du globe. Après les États-Unis, la France, maintenant, voilà, au Brésil. Donc, attention. Attention si vous vous promenez dans les bois. En attendant, oui, le jour où tu tombes nez à nez avec ce genre de bestiaux, tu fais pas le fier. Exactement. Après, voilà, l'origine de tout ça. D'ailleurs, toi, est-ce que tu t'es forgé une conviction intime sur l'origine de ces dogmanes depuis que tu fais tes recherches et toutes les émissions que tu as faites sur le sujet?
Ben non, justement, c'est pour ça j'essaie de regarder un petit peu dans toutes les directions et c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment passionnant parce que on a l'impression aujourd'hui qu'en fait il en sort de partout et c'est ça qui est assez fascinant je trouve avec le Dogman puisque c'est vrai qu'il était cantonné aux États-Unis pendant de nombreuses années et là maintenant en fait ça fleurit vraiment tout autour du globe mais je n'ai actuellement ouais, vraiment aucune théorie, puisqu'à chaque fois que on part vers une direction, en fait, il peut y avoir des éléments qui nous emmènent dans une autre, et ça part vraiment dans tous les sens. Donc, après avoir exploré le Dogman de chair et de sang, le Dogman qui ne pourrait n'être qu'une une sorte d'apparition, un être venu d'ailleurs, un extraterrestre. Alors c'est vrai que là, difficile en fait vraiment de pouvoir savoir pour le moment, mais c'est vrai qu'il y a des gens comme Virgile de Connexion Mystère qui font un super boulot pour essayer de nous apporter la vérité sur le sujet, mais lui aussi tâtonne un peu dans tous les sens et c'est ce qui fait que le sujet aussi est passionnant, je trouve. Oui, ben voilà, tant que le mystère persiste et perdure, nous Hmm. permet de continuer à chercher après une fois qu'il est dévoilé. Exactement. Oui, c'est Voilà. ça. Si demain on nous dit, bon ben voilà, le Dogman est en fait un simple loup plus gros que la moyenne, capable de se déplacer sur deux pattes arrière et ils vivent voilà cachés, reclus. Bon, ce qui serait un peu compliqué, je pense, à notre époque, puisque avec les drones, les caméras, même les chasseurs, je veux dire, il y a quand même en France beaucoup de chasseurs, même aux États-Unis. Bon, on aurait retrouvé, tu vois, quelqu'un aurait peut-être tué un Dogman, retrouvé un cadavre de Dogman. Enfin, on aurait eu des photos, des vidéos, et c'est vrai que là, pour le moment, on n'a rien du tout. Donc ça reste très mystérieux. Hum, ouais. Hmm. Et tu sais qu'avec ce genre d'idées, moi c'était quand c'est depuis un an et demi, j'ai posé une petite caméra dans la forêt qui est en face de chez moi, en me disant peut-être qu'un jour, c'est des fameuses caméras Ouais. qui captent au Hmm. moindre mouvement, et la nuit, ça fait des super images d'ailleurs. Bon, Ouais, donc pour là, t'as l'instant, quoi? T'as non, des à part chevreuils, des des chevreuils, blaireaux. des sangliers, ouais, des blaireaux, ouais, ouais, tout à fait, des grives et compagnie, mais pas de dogman. Bon, ceci dit, je me la suis fait piquer par des chasseurs Ah, ouais, il y a pas très longtemps, donc il va falloir que je mince. réinvestisse. Mais tu vois, l'air de rien, ça travaille quand même. Tu te dis, tiens, on va peut-être. Bah, Ah, t'imagines le exactement. truc. C'est Exactement. coup de bol, quoi, coup de bol. En fait, en réalité, je serais pas super rassuré si genre s'il met un à côté de chez moi. Mais coup Ah, de bol, t'as ce le truc serait qui assez passe, quoi. terrifiant. Ouais. Ah, Assez c'est clair, ouais. terrifiant. Oh, j'aurais peur, Imagine j'aurais. un jour, tu regardes ce qu'il y a sur ta carte SD et tu vois une créature humaine, tu sais, sur deux pattes, mais avec une tête Ouais. de loup, horrible. Là, ce serait terrifiant. Ah oui, là, là, tu fermes tout, là. Tu déménages. Tu déménages. Et tu fais le buzz sur TikTok. Ah bah là oui, ah, c'est clair, Ah, ouais. là, 1 million de vues, tu l'as, hein. Là c'est clair, ouais, tu y arrives très vite, oui. Allez, pour finir cette très longue émission, je voulais te montrer un film. J'espère que tu l'as vu, pour qu'on puisse en parler. Voilà, ce film, Damien. Everything, Everywhere, All at Once. Est-ce que tu l'as vu? Alors, je l'ai vu, je t'avoue que je n'ai pas du tout accroché, mais vraiment pas. Et c'est pour ça que je veux qu'on en parle. Parce que je suis. Il y avait longtemps que j'étais pas tombé sur un film comme ça où je sais pas trop quoi en penser. Soit je me dis, c'est une grosse daube, soit je Mhm. me dis, il est purement génial. Voilà. Mais j'arrive pas encore à trancher. Alors, dis-moi, toi, pourquoi, effectivement, t'as pas accroché? En fait, moi, j'ai pas accroché parce que je le trouve vraiment brouillon. C'est-à-dire que, mais vraiment, alors je sais pas, mais je sais qu'il y a des gens qui ont adoré. On en a parlé un petit peu sur ma chaîne et effectivement, il y a des gens qui ont trouvé ça absolument incroyable. Pour ma part, j'ai pas accroché du tout. Je trouve ça brouillon. Je n'ai rien compris. C'est bordélique au possible. Je trouve même que c'est mal joué. Je ne comprends pas l'engouement qu'il y a eu autour de ce film et ce que ça a pu gagner aux Oscars, etc. Voilà, c'est un film que je n'ai pas compris. Vraiment pas. Alors, c'est vrai que des fois, en termes de jeu d'acteur, tu te dis, mais c'est de la série B. Euh, mais c'est peut-être ça aussi qui en fait.
l'essence d'un film culte. Souvent, les films cultes comme ça, c'est des films euh, qu'on a du mal à digérer au début, qui sont un peu rejetés, et puis après, en y revenant dessus, on se dit, mais ouais, il y a vraiment quelque chose. Et moi, je t'avouerai, je l'ai vu en 3 fois, quoi. C'est Mhm. première fois déjà, je me suis endormi dessus, voilà, direct. Le début est chiant. Ah oui, C'est, oui, c'est- c'est insupportable. le C'est... début, c'est insupportable. La deuxième fois, j'ai revu depuis le début, et là, du coup, en ayant déjà des éléments de réponse, ça m'a permis effectivement de mieux comprendre. Et la troisième fois, voilà, je l'ai vu en entier. C'est vraiment spécial. En plus, il y a un humour qui est parfois un peu pipi caca, Mm. Ouais, c'est vulgaire, je sais pas, c'est je sais ça, pas. qui est peut-être un peu Mm. too much, qui aurait pu ne pas être présent dans le film, et ça aurait pas enlevé à la qualité du film si, alors, je pense que tu dois penser à la même chose, à deux activateurs Mm. qui servent à pas grand-chose. Mais après, bon, voilà, pour le pitch, hein, pour ceux qui l'ont pas vu, on est typiquement dans un multivers. Euh, et je vais spoiler, donc si vous voulez vous arrêter là, je vous en voudrais pas. On est dans un multivers, donc il y a une multitude d'univers parallèles quasi identiques au nôtre, sauf que dans chacun de ces univers, on a pris, en fonction de nos décisions, on a pris une orientation ou une autre. C'est-à-dire que dans notre vie, on a à chaque fois la possibilité de décider si on va à droite, à gauche, si on monte, on descend, ou si on dit oui, ou si on dit non. Et ces multivers-là, finalement, auraient été créés par, je pense, c'est là où c'est pas clair, hein, si c'est l'actrice ou principale ou sa fille, ça a été créé à chaque fois qu'elle faisait des choix différents, ça a créé des petites bulles d'univers complètement différents. Et donc, au final, dans un univers, elle se retrouve chef cuisinière, dans un autre, elle se retrouve experte en kung-fu, dans une troisième, elle est une actrice connue, etc., etc. Donc, au final, elle a tout expérimenté. Et sa fille aussi a fait la même chose, mais a développé beaucoup plus ses dons, et elle est devenue quasi omnipotente. Tant et si bien qu'elle en a pété les plombs, et puis elle parcourt tous les univers pour retrouver, c'est là où c'est pas très clair d'ailleurs, hein, c'est Mm. retrouver sa mère, mais sa mère est dans tous les univers, donc c'est bizarre, et puis en plus elle la tue. Bon. C'est vrai qu'il y a des choses parfois où l'intrigue est un petit peu bizarre. Toujours est-il, c'est pour moi le fond du sujet, c'est ça, c'est il y a une multitude d'univers, et il y a une entité qui s'expérimente un petit peu dans différentes vies possibles dans tous les univers, parce qu'elle s'ennuie. Et c'est ça au final. Et ça rappelle des théories eh bien, par rapport au multivers, par rapport à réincarnation, etc., où en fait on serait tous une étincelle de la puissance divine et qui viendrait expérimenter en fait chaque situation de chaque expérience possible, c'est-à-dire d'être un gentil, d'être un méchant, d'être le pire de tous les salopards ou d'être le plus grand des saints, parce que au final, cette divinité s'ennuie. Et on serait un, en fait un erxa de cette divinité qui viendrait expérimenter des milliers et des milliers et des milliers de situations, quoi, des milliards et des trilliards et des milliards de situations différentes. Donc c'est pour ça effectivement le film, voilà, il y a un humour qui est un peu spécial, un peu décalé, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant derrière tout ça. Moi, je pense qu'il y a eu des Oscars, c'est plus sur la partie technique parce que honnêtement, si tu raisonnes en tant que monteur de ce film, Mm. ça a dû être un Oui, enfer. c'est clair. Je pense que ça a dû être un enfer. Voilà. Mm. Après, ben, si vous l'avez vu, voilà, mettez-vous dans les commentaires, nous dire si vous l'avez apprécié ou pas.
Je suis pas sûr qu'il soit en DVD, hein. Moi, je l'ai trouvé que sur Amazon Prime, en location ou à l'achat. Ouais, il est Euh, peut-être pas encore sorti en physique, ouais, je sais pas trop. ouais. Je t'avoue que j'ai pas regardé pour l'acheter. Mais bon, voilà, c'est surprenant. C'est surprenant. Effectivement, il y a un gros engouement autour de ce film. Mm. Euh, Ben, c'est ouais. vrai que c'est un film assez particulier parce que c'est à la fois un film de science-fiction, un film de kung-fu, une espèce de comédie, une espèce de drame familial. Le tout un petit peu sous forme de film artistique, un peu arty comme ça, tu sais. Et c'est vrai que ça fait, c'est tout et n'importe quoi en même temps en fait, tu vois. C'est très étrange comme film. Moi, ça m'a donné Mm. vraiment mal à la tête. J'ai trouvé que c'était trop rapide. C'est absurde. Ça me fait penser vraiment, enfin, ça fait film TikTok, tu vois, presque, j'ai envie de dire. Je sais pas, ça m'a pas fait rire, j'ai trouvé ça vulgaire, comme je le disais tout à l'heure. Euh, Alors, il y a quand même des scènes d'anthologie. La scène d'anthologie, celle-ci, là, où elle arrive dans le couloir avec les flics qui essaient de l'interpeller, hmm, la scène est vraiment excellente. Après, effectivement, il y a des scènes très vulgaires, qui servent à rien. hmm. Cette scène-là, où en fait le bagel est, c'est l'omniscience absolue, c'est rigolo de l'avoir mis dans un bagel. Mais non, c'est pas un film ou alors c'est pas un humour à laquelle on est habitué. C'est pas un film où vous allez rire rire aux éclats, voire même sourire. Parce que et puis comme tu le dis, ça va très vite, quoi. Faut suivre, Hmm. quoi. Faut pas le Ah, regarder, faut pas le regarder fatigué. exactement, Voilà. tout à fait. Ouais. Bon, par contre, Jamie Lee Curtis, ouais, pour le coup, moi j'ai adoré. Hmm. Puis, parfois, il part dans des trucs complètement délirants, quoi. Le monde avec les doigts saucisses, c'est n'importe quoi dans l'absolu. Je Mais sais pas, moi, je te dis vraiment, j'ai eu du mal avec ce film et je me suis, enfin, de voir ce film-là être nominé aux Oscars. Moi, vraiment, ça m'a fait peur. Je me suis dit, est-ce que là, on n'est pas en train de virer dans Idiocratie, en fait? Tu vois? alors que celui-ci soit nominé aux Oscars par rapport à d'autres qui sont vraiment des films qui apportent rien, ça ne me dérange pas en soi. Hmm. C'est des films qui apportent rien, j'en ai vu il y a pas longtemps. Il y en a, hein, il y en a. Bon, en tout cas, voilà, donnez-nous votre avis. En tout cas, c'est bien que tu l'aies vu. Je ne sais pas que tu en avais parlé sur ta chaîne. Voilà, ça permet d'échanger sur le sujet, parce qu'encore moi, à aujourd'hui, je ne sais toujours pas, voilà, ce que je dois en penser, si c'est une grosse daube ou si il est génial. Peut-être que je me ferai une opinion un jour, mais voilà, il mérite d'être vu. Everywhere, everything, all at once. Voilà. Alors, puis si, il y a quand même un effet quoi, que j'ai bien aimé, par contre, c'est à la fin de la séquence everything où tu as l'impression que le film il se termine. Hmm. Ça, c'était rigolo. Je suis Hmm. sûr qu'il y en a plein dans la salle qui se sont levés à ce moment-là. En se disant, je comprends rien au film. Mais non, t'en étais qu'à la moitié. Voilà, Damien. Eh bien, écoute, en tout cas, je te remercie d'être venu ce soir pour partager avec nous eh bien, toutes ces infos insolites. Nous partager ton point de vue auprès de nos amis. Donc, si vous voulez bien découvrir l'univers de Damien, ça se passe sur la séance de minuit, sa chaîne YouTube. Voilà, vous y apprendrez plein de choses. Et puis, nous, on se revoit bientôt avec Jérôme sur ta chaîne. Exactement, c'est Alors, quand, ça. je ne Donc, sais pas. Il faut qu'on arrive à se caler, mais on va s'organiser ça, effectivement. On se fera une petite vidéo un petit peu dans le style de ce que l'on avait fait tous les deux il y a quelques temps, mais voilà, on le fera avec Jérôme et on passera en revue comme ça quelques thématiques que l'on adore. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de partager ce temps-là avec toi, Antoine, et toujours un plaisir, voilà, d'être sur Miasme. Vraiment, c'est vraiment super. Merci beaucoup. là, c'est cool. Les amis, je vous remercie d'être restés jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. La semaine prochaine, on retrouve Jérôme et Stéphane Levacher, parce qu'on va vous reparler du Festival de la Merveille et des Mystères, bien, là, c'est bientôt, c'est dans 2 semaines. Donc, si vous n'avez pas encore acheté vos places et si vous ne savez pas quoi faire le week-end du 13-14 mai, venez nous voir du côté de Livaro en Normandie. Et puis, eh bien, Damien, à très bientôt sur ta chaîne.
À très Passe un très bon bientôt. week-end. Bye bye. Merci beaucoup, Antoine. Alors, Antoine.